qui peut améliorer les choses, un gène médicament. Ce n'est pas toujours encourageant. Sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, eh bien, les premiers tests en phase 1 ont été, il faut l'avouer, un peu décevants. Il y a eu des problèmes de rejet. Il y a eu des essais qui ont dû être stoppés à cause d'effets secondaires. Sur une autre maladie, en l'occurrence le mélanome malin, le cancer de la peau pour parler simplement. C'est en Allemagne, aux États-Unis qu'il y a eu des recherches. Et là encore, des résultats un peu décevants. C'est pour ça que ce matin, un scientifique disait on ne peut pas fixer d'échéance. Une chose est sûre, il faut continuer. Et pour ça, il faut avoir de l'argent et ça se passe au niveau mondial pour avoir les moyens pour mener cette recherche sur les thérapies géniques, pour faire les tests in vitro sur la souris, ensuite phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, 36, 37. Il faut pour que ça continue 400 millions de francs ce soir au compteur du Téléthon. Je le dis avec conviction, vraiment dans l'intérêt de tous ceux qui nous écoutent, dans notre intérêt à tous, car vous l'avez dit Sophie, ça concerne tout le monde. Petite enveloppe, 36, 37. Voilà Sophie. Je vous précise quelque chose d'important et qui est double. Lorsqu'on arrive à l'âge de 10 et 12 ans, c'est qu'il y a pratiquement une faiblesse musculaire énorme et une diminution de la masse musculaire. Fait qu'en utilisant le myoblast, on peut régénérer le muscle ainsi que réintroduire la dystrophine. Ça, c'est directement l'avantage d'avoir la technique ex vivo, que la technique directe va réintroduire de la dystrophine, mais si on n'a plus de muscle à l'intérieur, il faut reconstruire le muscle. Et si cette technique-là peut vraiment empêcher les phénomènes immunitaires, réintroduire la dystrophine, augmenter la force musculaire, c'est peut-être un traitement qui peut être utilisé ultérieurement chez l'humain. Cette technique des myoblastes porteurs de gènes a un bel avenir. Ces cellules pourraient en effet aider à guérir les accidents musculaires des sportifs, accélérer la réparation des fractures osseuses, mais aussi être utilisées pour traiter des articulations détruites, comme c'est le cas dans la polyarthrite. On peut imaginer comme ça, effectivement, bloquer l'inflammation articulaire et effectivement protéger l'articulation, voire amener des cytokines, donc ce sont des molécules qui permettent d'avoir une action à la fois immunologique, mais également une action sur les chondrocytes, donc sur les cellules du cartilage, et sur les cellules synoviales, et effectivement induire ainsi des processus de réparation. Ces résultats encourageants ne font pas tourner la tête d'Eric Hoffman. Ce jeune chercheur qui coordonne 9 laboratoires de recherche à Pittsburgh pense que la première vertu du chercheur, ce doit être ce qu'il appelle l'honnêteté brutale. Quand des parents viennent vous voir et vous demandent dans combien de temps allez-vous trouver le traitement pour mon enfant, 2 ans, 1 an, 3 ans, c'est tellement tentant de répondre. Dans 2 ans, je crois, alors qu'il n'y a pas les données chiffrées pour l'affirmer et qu'il reste tant d'inconnus. Mais les chercheurs de Pittsburgh sont confiants. Dans une ville qui a 70 ponts et 30 tunnels, on sait comment franchir les obstacles. Voilà, et Ce que l'on voit passer comme ça, c'est l'influx nerveux qui va commander le muscle qui est en dessous. Hein. Je vous embrasse, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est votre motoneurone, Frédéric. J'espère que vous n'en avez pas qu'un. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Le courant passe, l'influx nerveux passe. Et bien entendu, il y a différentes maladies qui peuvent atteindre le corps cellulaire, qui peuvent atteindre la fibre motrice, qui peuvent atteindre la synapse, la jonction entre le neurone et le muscle. Et il y a des maladies qui atteignent la gaine qui entoure ce neurone. C'est en particulier la sclérose en plaques, mais bien d'autres maladies donc peuvent l'atteindre, ce motoneurone. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est exactement comme votre lampe de chevet, Frédéric. Le fil est abîmé, vous le voyez là en bas. Eh bien, donc, le courant ne passe pas. Il passe par intermittence au départ. Et puis après, quand ça va continuer à s'abîmer, parce que vous allez donner des coups de pied dedans, parce que vous allez l'abîmer, ou alors tout simplement tout seul. Donc, quand ça s'arrête, eh bien, à un moment, le courant ne passera plus du tout. Il n'y a plus de lumière dans votre lampe de chevet et il n'y a surtout plus de mouvement. Il n'y a plus rien qui passe. L'influx nerveux ne passe plus. Voilà ce que c'est. Donc, pour ces saloperies de maladies, il faut continuer à donner. Il faut appeler le 3637. C'est important qu'on ait encore de l'électricité. C'est Ça a poussé à vous intéresser aussi à la thérapie génique. Nous sommes bien d'accord. Oui, à la thérapie génique du cancer et du sida également. D'accord. Alors, je sais que vous allez nous dire quelque chose de très important après, qui est presque une grande première dans la science. Je vous propose d'abord de regarder un clip sur la thérapie génique et on va reparler de tout ce que vous pouvez nous dévoiler dans ce sens. Au plus profond de nos cellules se situe notre génome. Il est fait de 100 000 gènes que nous héritons de nos parents et transmettons à nos enfants, 100 000 gènes qui constituent notre identité et nous caractérisent. Si l'un d'eux manque, porte un défaut, s'exprime trop ou pas assez, une maladie peut apparaître.
Au sein de la cellule se trouve le noyau. Il est en partie occupé par une torsade, l'ADN, sur laquelle sont disposés nos gènes. Ces gènes commandent la fabrication de protéines, substances qui interviennent dans toutes les fonctions de notre organisme. Dans le cas des maladies génétiques telles la myopathie, l'hémophilie ou la mucoviscidose, un gène est défectueux ou absent. La commande se fait mal, l'usine travaille au ralenti, parfois elle s'arrête, la protéine a des défauts de fabrication ou même elle n'est plus fabriquée, c'est la maladie. Pour guérir, pour remettre en route l'usine, mission est confiée à un gène réparateur. Ce gène est transporté dans la cellule par un virus livreur. Le gène pénètre alors dans le noyau et délivre son message. La commande redevient active, l'usine fonctionne à nouveau, la protéine est fabriquée, la cellule est réparée. Ces solutions sont en théorie applicables tant aux maladies génétiques qu'à d'autres dysfonctionnements de nos cellules. Cancer, diabète, maladie d'Alzheimer. Le gène de remplacement agit comme un médicament. Le champ d'action du gène médicament est donc immense en théorie. Et la théorie cède déjà le pas à la pratique. Plus de 250 essais ont d'ores et déjà eu lieu. Aujourd'hui, s'ils n'ont pas apporté de résultats spectaculaires, ils ont conduit les chercheurs à se poser les questions nécessaires à une réussite. La connaissance des gènes hier, la thérapie génique demain feront du XXIe siècle celui de la troisième révolution médicale, celle de la génétique. L'humanité n'a pas le choix. Il faut vérifier que cette voie peut être ouverte. De très nombreuses vies sont en jeu. Voilà, beau reportage. Professeur David Klatzmann, vous êtes un spécialiste donc de la cancérologie, de l'immunologie. Vous nous confirmez bien qu'il y a certaines formes de cancer qui sont tout à fait d'origine génétique et que vos recherches, les patients que vous pouvez rencontrer, vous permettent d'aller et de confirmer ces faits. C'est surtout des pathologies qu'on peut également traiter par la thérapie génique. Et on a vu dans ce reportage que dans le cas des maladies génétiques, on cherche à introduire des gènes réparateurs dans les cellules. Dans notre cas, dans le cadre du traitement du cancer, on cherche à introduire des gènes tueurs, tout simplement. Et aujourd'hui, la thérapie génique dans le domaine du cancer, c'est une réalité. Plusieurs centaines de patients ont déjà été traités. Et donc c'est une réalité. C'est déjà une méthode appliquée, vous voulez dire, c'est-à-dire ce procédé de gènes tueurs, comme vous les appelez, oui, est déjà appliqué, en application sur certains patients. Eh bien, écoutez, nous avons nous-mêmes commencé donc, à traiter des patients présentant des cancers de la peau ou des cancers du cerveau depuis plus de 3 ans maintenant. Et aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, des traitements sont en cours également avec ces stratégies thérapeutiques. Donc c'est vraiment la thérapie génique aujourd'hui dans le domaine du cancer, c'est vraiment une réalité. Et les premiers résultats des protocoles thérapeutiques sont d'ailleurs relativement encourageants. Vous savez qu'il faut toujours être prudent lorsqu'on oui, c'est pour ça qu'il faut parler de certaines formes et savoir effectivement si l'application donne des résultats effectivement concrets. Voilà, alors lorsqu'on utilise ces stratégies thérapeutiques si nouvelles, bien entendu, on est extrêmement prudent et on cherche tout d'abord à savoir si ces traitements sont bien tolérés. Oui. Et lorsqu'ils sont bien tolérés, c'est déjà un progrès significatif et nos traitements sont parfaitement bien tolérés. Et puis ensuite, on cherche les premiers indices qui vont nous laisser penser qu'on a peut-être une efficacité thérapeutique. Et effectivement, dans nos protocoles, c'est aussi les indications que nous avons pu avoir. Et maintenant, nous sommes rentrés dans la phase où nous allons vraiment préparer les protocoles thérapeutiques qui vont nous permettre de démontrer, nous l'espérons, cette efficacité. Et en tout cas, dans le domaine du cancer, moi je suis raisonnablement optimiste et je pense que d'ici la fin de ce siècle, de ce millénaire, nous aurons certainement des thérapeutiques efficaces, peut-être pas totalement efficaces et ce ne sera peut-être pas des guérisons dans l'immédiat, mais on aura des thérapeutiques qui permettront aux gens de vivre longtemps et de manière plus plaisante que ce qu'ils peuvent endurer actuellement. Quand on dit que la thérapie génique, c'est vraiment la troisième révolution médicale et certainement la révolution médicale du millénaire qui vient, c'est une chose avec laquelle vous êtes d'accord? Oui, et si vous voulez bien, moi j'aime bien reparler, lorsque je poursuis ces travaux de thérapie génique, je pense toujours à mes études de médecine. Dans les années 70, lorsque j'ai eu la chance de travailler dans un service de néphrologie qui accueillait des patients qui recevaient des transplantations rénales. Et à l'époque, ces transplantations rénales, c'était les débuts, quelque chose qui est commencé dans les années 60, qui soulevait d'ailleurs des débats, des inquiétudes. Est-ce qu'on peut transplanter comme ça un rein d'un individu à un autre?
Et puis, petit à petit, après 10 ans, 20 ans d'efforts coordonnés, de chercheurs qui cherchaient à comprendre les mécanismes de transplantation, des chirurgiens qui apprenaient les techniques de transplantation, c'est devenu quelque chose de pratiquement courant. C'est devenu quelque chose de totalement courant, tellement efficace pour les reins, pour le cœur, pour le foie, pour les poumons. Et le message qu'on va faire passer aujourd'hui, c'est que ça a peut-être pris 20 ans dans le cas des transplantations d'organes, mais aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle les progrès technologiques se passent, je pense que dans le cas de la thérapie génique, ça ira beaucoup plus vite. Vous voyez, professeur, vous venez d'envoyer un mot qui nous est cher, c'est vitesse, parce qu'on a cru comprendre que vous aviez tous besoin d'argent dans la recherche, dans la médecine, et c'est pour ça que le Téléthon s'emploie à récolter ces fonds, et j'espère que vous appuyez. Oui, et absolument. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, vous voyez, nous avons des recherches dans le domaine du cancer, mais notre problématique est la même. Nous avons besoin de faire rentrer des gènes dans des cellules, nous pour les tuer, dans d'autres cas, on veut réparer les cellules, et il y a une fertilisation de ces recherches sur le cancer, sur la maladie génétique, et lorsqu'on donne de l'argent d'ailleurs pour le traitement des maladies génétiques, ça aussi profite à la recherche sur le cancer et vice-versa. Voilà, c'est un même combat, c'est la génétique, et si vous voulez aider à la vie, à ce qui peut nous arriver à tous un jour, vous faites le 3637. Tous les professeurs, tous les chercheurs ont besoin de ces fonds. Marion, je suis surpris, moi, de voir comme le professeur a l'air jeune, et je pense à toutes... Il l'est, hein? Mais oui, c'est extraordinaire. Il en a pas que l'air. Et je pense à tout ce qu'il a dû sacrifier de sa jeunesse pour faire tout ce travail de médecine, toutes ces recherches, etc. Et je me dis que le sacrifice que l'on nous demande à nous tous ce soir, ce n'est vraiment rien à côté de celui qu'ont fait des gens comme lui, et qu'on peut se rapprocher de son téléphone. Voilà, je sais que le moment va vous faire plaisir maintenant. C'est pas votre spécialité. Les personnes qui ont un cholestérol élevé, 20 vont développer une maladie cardiovasculaire. En revanche, sur 100 personnes qui ont une maladie cardiovasculaire, eh bien, il y en a 80 qui présentent une anomalie génétique. C'est quand même une constatation assez intéressante, donc qui prouve qu'il y a un lien étroit entre maladie cardiovasculaire, entre cholestérol et maladie génétique. Alors bien entendu, vous vous doutez bien que tous les chercheurs s'y sont intéressés, puisque le cholestérol, c'est quand même une des plaies de notre siècle. Donc ils s'y sont intéressés, la thérapie génique s'y intéresse, et ils sont en train d'envisager 2 voies de recherche en thérapie génique. Alors regardons ce qu'ils envisagent pour traiter cela. Alors tout simplement, ils aimeraient trouver un gène qui arriverait à garder l'artère dilatée. Car si cette artère reste dilatée, le sang continue à s'écouler et à apporter l'oxygène aux tissus. Tous les tissus ont besoin d'oxygène. Donc ça, c'est la première voie de recherche. La deuxième voie de recherche, c'est trouver un gène qui, lui, serait un petit peu plus malin. Il irait créer de nouveaux vaisseaux, une nouvelle vascularisation autour du vaisseau, c'est-à-dire qu'il contournerait l'obstacle. Vous voyez, de nouveaux vaisseaux qui, eux, apporteront le sang, donc l'oxygène, à tous les tissus, ils contournent l'obstacle. Donc soit un gène, ça paraît simple, c'est bien entendu beaucoup plus compliqué que cela, et surtout, tout ceci, comme on le dit depuis quelques heures, de longues heures maintenant, tout ceci, ça nécessite bien entendu de l'argent, et cet argent... Partout. Il y en a pour tous les goûts. Ceux-là viennent d'Avignon. Ils ont fait Avignon-Paris. Ensuite, en bleu, vous avez ceux qui viennent de Bruxelles, avec les toques blanches, et je reconnais Jean Réveillon bien fatigué. Ensuite, on va découvrir des gendarmes. Vous avez vu Richard Virenque. Allez Frédéric, c'est votre spécialité. Bon, alors on commence par les jaunes. Alors vous êtes qui? Je suis monsieur Michel Robert, je viens d'Avignon. Et vous représentez quel groupe? Je représente l'Union cycliste avignonnaise. Nous venons d'effectuer un raid entre Avignon et Paris. D'une seule traite? D'une seule traite, oui. Nous avons quitté Avignon hier à 14h30 exactement, sur la place de l'Horloge. Et la belle jeune fille qui est à côté de vous? Je suis la fille de monsieur Robert Michel. Et vous l'avez suivi alors? Oui, j'ai fait partie de cette expérience-là depuis Avignon hier après-midi, quoi. Vous n'avez pas eu froid? On a eu très très froid, on a eu un Mistral très violent qui soufflait jusqu'à Lyon, d'où un retard important dans notre progression. Ça a été très très dur. Mais c'est parfait, vous arrivez à 11h au moment où ça passe à 300 millions. Vous vous rendez compte? Vous nous apportez de la chance. Vous êtes combien dans votre groupe? Nous sommes 18 coureurs. Et vous nous apportez un chèque?
Et il y a encore du monde qui arrive. Hein, on regarde le chèque, on le regarde tout de suite. Attendez, moi j'arrive pas à lire. Vous mettez un chèque de 34 040 francs que vous avez collecté sur votre passage. Nous vous applaudissons. Frédéric, derrière vous. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ce chèque a été collecté par la TCRA Avignon, c'est la ville d'Avignon avec son transport en commun, pardon. Et les cyclistes qui sont ici présents, dont Thierry Bourguignon, offrent en plus 950 francs malgré tous les efforts et le froid qu'ils ont dû supporter. Merci beaucoup, Patrick. Frédéric, je vais vous présenter un autre champion. Bourguignon, il est juste derrière vous, vous allez le reconnaître, il a la même coupe de cheveux que Richard Virenque. Lui aussi, ça a été un grand coureur du Tour de France. Et je crois d'ailleurs qu'il a le label, c'est lui qui a donné la mode. À côté de moi, Renan Pinsec, encore un porteur du maillot jaune du Tour de France. Un breton, Renan, apprécié bien sûr du public. Et puis Jean Réveillon à côté de moi. Jean Réveillon, Richard est là. Daniel est là, le fleuriste. Et puis aussi Sormani pour la restauration. Jean, je vais vous laisser résumer ce qui s'est passé pour ces toques blanches. Vous êtes parti de Bruxelles. On arrive de Bruxelles, mais avec un joli détour par Dieppe, vous voyez, la Belgique, Paris, par la Normandie. 450 km en 2 jours, avec la participation d'Eddy Merckx, qui est venu quelques kilomètres avec nous au départ, Cédric Vasseur, Frank Vandenbroek, et puis aujourd'hui Ronan Pinsec. C'était une belle balade par toutes les villes et villages. On nous a fait signe partout. Je me souviens de Saint-Hilaire-Côte, par exemple, où il se passe beaucoup de choses. C'est toujours de... Vous vous souvenez, hein, Patrick? Et il faisait froid cette année encore, vous savez. C'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs. Alors il y a des gendarmes aussi. Où sont-ils, les gendarmes? Ils sont pas arrivés encore? Mais en tout cas, il y a des toques blanches là. Il y a une sorte de Mickey magnifique qui vient de Bazeille. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous venons de Bazeille dans les Ardennes et nous avons parcouru 280 km en partant hier à minuit. Nous sommes à peu près 70 et nous ramenons un chèque de 70 000 francs plus des promesses de dons. Bravo! 70 000 francs, c'est énorme! Bravo! Et on les entend derrière. Et puis encore un petit mot avec Guy, le chef du Ritz. Hier, on avait Jean-Pierre Cassel ici qui chantait Offrez-vous le Ritz. Alors Guy, vous nous amenez une bonne surprise? Bien, je pense, oui. Cette année, nous avons battu notre record. Je crois qu'on va ramener entre 435 000 et 440 000 francs. Avec ce raid Oui, absolument. Oui. Et puis grâce à l'appui des écoles hôtelières qui nous ont énormément aidés, je crois que les écoles hôtelières participent à peu près pour la somme de 200 000. Eh ben bravo, écoutez, le compteur est en train de monter, 302 841 000. Suivez l'exemple des cyclistes, merci à tous. Bravo encore. Regardez la liasse de promesses que Frédéric a dans les mains, on va la remettre à l'équipe de Barato. C'est Bazeille. C'est merci génial. à tous et bravo. Marion, je vous rejoins si j'y arrive avec Richard. Merci à tous, on continue, parce que bien entendu, il n'y a pas que Évry, il n'y a pas que nous sur ce plateau, il y a un petit peu partout en France des fils rouges, des forces T qui se sont mobilisés, il y a nos copains animateurs, et il y a Sophie d'Avant à Nîmes qui nous attend, avec sans doute Patrice, Olivier, Pépita. Comment ça se passe à Nîmes? Ça, c'était pas Sophie que j'ai vu. On est là, et tout le monde est là à Nîmes. Bonsoir à tous encore une fois. Ils sont encore présents sur la place de Nîmes alors que... Oui, je vois que chez vous aussi, ça pédale, hein. Je n'entends rien du tout, Marie-Ange. Pardon? On disait que chez vous aussi, ça pédalait beaucoup. Ah, ça pédale, voilà. ça pédale. Alors, ils pédalent depuis hier soir, depuis le début de ce Téléthon. Impératif de sécurité militaire est-il possible pour les maires des communes du parc naturel?